Donc bonjour à tout le monde, c'est un plaisir que vous soyez avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Tout d'abord, je vais vous présenter en fait le contenu de la brochure, en particulier pour celles et ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de la lire. Et puis ensuite, je serai contente donc d'être avec Emmanuel qui va nous partager son expérience pratique au sein de l'association Vaucuir et nous présenter aussi la posture inclusive qui est inspirante pour le travail social. Donc, notre brochure s'intitule «Langage inclusif dans le travail social» et à l'origine, le point de départ, qui a fait que cette brochure est née, c'est que les questions, autour de la prise en compte du genre étaient très vives, notamment dans la campagne électorale nationale de 2023 où, l'UDC parlait même de terreur du genre avec un souhait de supprimer des bureaux de l'égalité, des institutions, d'interdire l'écriture inclusive ou encore les toilettes non binaires avec des conséquences directes pour, les destinataires et les professionnels du travail social. Et puis, il y a aussi eu des discussions récurrentes au sein du groupe germanophone de travail, sur les questions de genre, comme l'a mentionné, Flavio tout à l'heure. Et donc, même si le point de départ, se situe autour des questions de genre, la brochure, elle défend surtout un langage qui convienne à tout le monde, en fait, et qui propose aussi des ressources sur d'autres thèmes que celui du genre, en lien avec les discriminations raciales ou les handicaps, par exemple. Mais c'est à travers cet exemple des questions de genre qu'on présente la brochure aussi aujourd'hui. Alors là, vous voyez le contenu de la brochure, donc le sommaire. C'est avec ce sommaire aussi là que je vais vous présenter son contenu aujourd'hui. Donc on va d'abord s'attarder sur les raisons qui font que les professionnels du travail social devraient utiliser un langage inclusif, aussi en soulignant finalement les possibilités et les limites que cela implique. Et ensuite, je vous présenterai quelques recommandations et puis on terminera avec un appel à l'action. Donc, pourquoi les professionnels devraient utiliser un langage inclusif? Donc, en vertu des missions inhérentes au travail social, les professionnels, ils sont tenus de promouvoir des changements en faveur du bien-être des destinataires qu'on accompagne et de leurs collègues, et puis surtout de manière générale, des changements en faveur d'une société équitable. Et dans ce sens-là, le langage inclusif, c'est une déclaration à la fois politique et professionnelle qui peut s'insérer, dans le cadre de la pratique. Et puis ces principes-là que je vous décris, ils sont issus de plusieurs documents de référence qu'on connaît bien dans le travail social. Il y a notamment le code de déontologie du travail social en Suisse, qui dans plusieurs de ses articles stipule, que les professionnels doivent reconnaître cette égalité des êtres humains, refuser les discriminations, reconnaître les différences ou encore éviter toute formulation discriminatoire. Et donc, en vertu de ce code, les professionnels sont tenus aussi d'utiliser un langage inclusif qui soit adapté aux personnes qu'elles accompagnent, même si finalement leur employeur, leur employeuse ne serait pas en accord avec cette utilisation. C'est aussi un moyen de garantir finalement la création d'espaces au sein desquels les personnes, quelles qu'elles soient, ils se sentent bienvenues et en sécurité. Un des autres documents de référence, c'est la définition internationale du travail social de la Fédération internationale du travail social, qui établit aussi un engagement de la profession concernant les questions de genre. Et puis, rappelons encore qu'en 1974, la Suisse a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et donc elle est aussi soumise, à la Cour européenne des droits de l'homme avec un article 14 qui parle de l'interdiction de discrimination que la Suisse s'est aussi engagée à respecter. Donc les professionnels du travail social ont un devoir de respecter ces différents codes, conventions, et ils doivent aussi en revendiquer pardon, les principes, attirer aussi l'attention sur des pratiques qui seraient contraires, à ces idées-là. On a aussi la brochure d'avenir social sur les discriminations raciales qui avait été publiée en 2021 qui résume bien cette obligation en disant que ce n'est pas finalement parce qu'une action est légitime ou requise d'un point de vue légal qu'elle est aussi légitime en termes de droits humains.
Donc ça montre que pour le travail social, ces droits sont non seulement un cadre de référence, mais aussi un outil d'analyse et puis de protection des personnes qu'on accompagne. Et puis, il n'y a pas qu'au sein du travail social, en fait, où on exige l'engagement des professionnels, pour cette inclusivité. Il y a aussi d'autres, experts, expertes qui invitent les professionnels du travail social, voire qui même leur attribuent ce rôle. On a l'exemple de Gubra Gümüşay, l'auteur du best-seller Sprachen sein, hem, qui existe aussi, en anglais, mais il n'y a pas encore de traduction en français et puis dans son livre, elle confie, cette mission de résistance aux idéologies misanthropes pour le travail social. Parce que les professionnels, ils ont des connaissances, ils ont des ressources pour s'opposer à ces visions du monde qui sont un petit peu absolues et radicales. Donc voilà une des premières raisons pour lesquelles les professionnels, devraient utiliser le langage inclusif. Une deuxième raison, c'est que la langue, c'est un moyen de communication et donc un puissant levier au changement, mais parfois elle véhicule aussi des représentations sociales qui sont discriminatoires et les professionnels, ils n'ont pas toujours conscience, ils les relayent même parfois de manière involontaire. Et donc, les professionnels du travail social ont aussi cette responsabilité de reconnaître et de prévenir ces discriminations dans le langage pour éviter de graves conséquences pour les personnes avec lesquelles ils travaillent. Donc c'est pas rare d'entendre, dans les discours que finalement ce n'est pas dramatique de nommer par maladresse une personne de manière erronée ou de faire une remarque désobligeante à son égard. Mais c'est ce qu'on appelle des microagressions linguistiques et puis, elles sont pas toujours perçues comme un dénigrement conscient, mais elles font partie de ce système de valeurs dominant, qu'il faut critiquer. Donc une microagression fréquente, pour vous donner un exemple, c'est la question du mégenrage. Donc mégenrage, donc c'est le fait d'attribuer en fait, à une personne un genre auquel elle ne s'identifie pas et ça peut être évidemment une erreur, assez courante, parfois inconsciente, parce qu'il y a aussi un manque de reconnaissance des personnes non binaires et pas forcément la conscience des effets du mégenrage, hem, aussi auprès des professionnels du travail social. Et donc, ces microagressions, en fait, elles ont des conséquences négatives. Elles peuvent accroître l'anxiété sociale, elles peuvent conduire à des situations de détresse chez les personnes concernées. Ça peut aussi conduire à des problèmes de santé plus importants. Donc, c'est important qu'on réfléchisse en tant que professionnel à l'utilisation du langage et puis aux microagressions, aux discriminations qui pourraient en résulter même involontairement et sur les manières dont on peut éviter ces situations. Heureusement, on est aussi aidé par une évolution, de la langue au gré des changements sociaux, et ça, ça nous aide à nous ajuster. Donc maintenant, la troisième raison pour laquelle, il faut qu'on utilise ce langage inclusif dans le travail social, c'est en tant que professionnel, il faut évidemment éviter, les effets négatifs, de l'utilisation d'un certain langage auprès des personnes qu'on accompagne. Parce que la langue peut aussi être comprise plutôt de manière positive, comme un instrument, un outil qui facilite l'accès, aux personnes qu'on accompagne. Les pratiques linguistiques, donc le langage qu'on utilise, il peut être émancipateur lorsqu'il est aussi utilisé de manière créative et critique. Donc le langage, il rend visible finalement l'approche, les valeurs des professionnels du travail social. C'est pour ça que l'utilisation d'un langage inclusif, elle est pertinente et cohérente avec le travail social. C'est qu'à partir du moment où, un langage où les professionnels, en fait, parlent un langage qui est compris par les destinataires, qui n'est pas perçu comme blessant, qu'il est possible, d'entrer dans une relation de confiance mutuelle. Et donc, utiliser ce langage, ça permet de créer cet espace, en fait, sécure où chacun va se sentir bien. Alors que si les professionnels utilisent un langage qui est ressenti comme dévalorisant, cet espace va être compromis dès le départ. Alors évidemment, un langage inclusif ne suffit pas en fait à lui seul à créer cet espace sûr, sécure pour les personnes qu'on accompagne, mais c'est une condition pour y parvenir. Ça constitue une condition.
Donc maintenant, je vous ai présenté les 3 principales raisons qui font que nous devrions, utiliser ce langage inclusif dans la pratique en travail social. Maintenant, il y a aussi des possibilités et des limites qu'il est important de souligner. Donc tout d'abord, il ne suffit pas d'appliquer le langage sur la base d'un guide. Il faut aussi mener une réflexion approfondie sur l'utilisation de la langue. À cette fin, par exemple, l'adaptation de la langue parlée ou écrite, hein, peut être un bon départ. Mais l'adaptation de la langue peut aussi mener à des nouvelles inégalités. C'est notamment pour cette raison aussi qu'Avenir social renonce à évaluer en fait précisément les différentes options de mise en pratique du langage inclusif, parce qu'il y a notamment les différences géographiques, sociales, historiques du français qui rendent difficile la création d'un seul langage inclusif, on pourrait dire adapté à toutes les personnes qu'on accompagne. Il est aussi important d'avoir conscience des limites et des possibilités de sa propre langue, d'un point de vue professionnel. Mais quand même, les professionnels, ils sont invités en fait à mener cette réflexion sur l'utilisation de la langue en se posant des questions, tout simplement. Comme par exemple, comment est-ce que moi je me désigne personnellement au niveau professionnel? Pourquoi et sur quelle base, sur quelle supposition est-ce que je désigne cette personne que j'accompagne de cette façon-là? Est-ce que ça correspond aussi à la manière dont cette personne se désigne elle-même? C'est des questions assez simples qu'on peut, formuler à soi-même et puis qu'on peut mettre en discussion aussi avec les personnes qu'on accompagne. Donc ça résume le fait qu'appliquer formellement ce langage inclusif, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait aussi une volonté et un intérêt des professionnels de s'aligner, sur les réalités, sur les besoins des destinataires qu'on accompagne et puis sur les besoins aussi des autres professionnels concernés, sur les besoins de nos collègues et dans ce cadre, on a le droit aussi de se tromper. Aucune instance, même officielle supérieure, ne peut nous dicter l'usage, de la langue, l'usage que l'on fait de la langue. Chacun peut décider, de la manière de s'exprimer. Donc ceci est un peu un appel à oser la nouveauté, à oser être créatif. On a l'exemple dans la brochure assez parlant, de des mots comme, le mot compositrice en français ou sénatrice qui, dans les années 1980, a été un petit peu décrié parce que c'était des sonorités qui étaient jugées désagréables, c'était des nouveaux mots. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui ces mots, sont tout à fait standards dans notre vocabulaire. Donc ça résume bien qu'une forme qui peut paraître un petit peu surprenante au départ, pour les yeux, pour les oreilles, eh ben, elle reste pas très longtemps aussi surprenante que ça. Donc plutôt que d'essayer en fait de ne jamais faire d'erreur, on invite aussi les professionnels à se questionner sur l'impact de leur langage et puis sur les causes structurelles de leur utilisation. Et ça vaut pas que pour les professionnels, ça vaut aussi évidemment pour les organisations du travail social. Au niveau institutionnel, l'utilisation du langage doit être aussi thématisée. D'une part, il faut que les professionnels définissent ensemble, avec les personnes qui les accompagnent, avec la direction, l'utilisation et la mise en œuvre du langage inclusif au sein de l'institution. Ça, c'est la première chose. Et puis d'autre part, il faut aussi encourager une réflexion continue sur l'utilisation qu'on fait de la langue, et puis ce, dès la formation, dès le début de la formation, et pas uniquement sur le terrain. Dans la brochure, vous trouverez donc au chapitre 3 plusieurs recommandations des plus variées sur l'utilisation d'un langage inclusif. Donc c'est une compilation de recommandations qui a notamment été faite, par les membres du groupe LGBTQIA+ d'Avenir social, mais pas que. C'est pas une liste exhaustive, mais ça nous donne quelques idées, de documents, de base qu'on peut utiliser pour se questionner, par rapport à l'utilisation d'un langage inclusif. Et puis, nous, à Avenir social, on s'en tient en fait au principe, qui vaut pour toutes les organisations de défense des droits humains, c'est-à-dire qu'on est engagé dans la lutte contre les violations des droits humains justement, l on est engagé contre la discrimination et l'exclusion et donc c'est évident, qu'une communication qui est sensible au genre et non discriminatoire, elle est essentielle. Voilà.
Donc je vous invite, en fonction des thèmes qui vous intéressent aussi, en fonction des publics qui vous intéressent, à parcourir, cette section de documents, qui va justement au-delà aussi de l'exemple du genre, si vous travaillez avec un autre type de public, par exemple. Donc j'aimerais terminer cette présentation de la brochure avec l'appel à l'action qui constitue aussi un chapitre fondamental. Et on a en fait 4 actions possibles qu'on invite à mettre en pratique au sein du travail social. Tout d'abord, le principe d'exiger en fait qu'on applique les principes fondamentaux du travail social, que je vous ai mentionnés en introduction avec le code de déontologie, les textes un petit peu fondateurs. Les professionnels, ils sont invités à expliquer aussi à leur employeur, à leur employeuse, les obligations qui découlent du code de déontologie et puis à exiger que ce soit mis en œuvre au sein de leur institution. Invités en fait à un échange dans l'organisation avec les personnes concernées, avec la direction, sur ce thème. Ils peuvent exiger à tout moment l'utilisation d'un langage inclusif aussi pour elles-mêmes, pour eux-mêmes, et puis s'engager pour qu'ils soient employés de manière générale dans la société et puis même, voilà, au-delà des murs de l'institution. Une deuxième possibilité d'action, comme vous l'avez bien compris dans la présentation, c'est de pouvoir se confronter à sa propre utilisation de la langue. Il est important que chacun, chacune réfléchisse régulièrement à son utilisation du langage. Et on peut se poser les questions, que j'ai déjà mentionnées tout à l'heure. Comment est-ce que je me désigne personnellement? Quel est le langage le plus adapté, pour les personnes que j'accompagne? Comment elles-mêmes, elles se désignent? Est-ce que ma façon de m'exprimer est peut-être discriminante par rapport à certaines personnes? Et puis comment est-ce que je m'engage aussi au niveau structurel sur ce thème? Quelles sont mes possibilités d'engagement? Ça, c'est un 2e appel à l'action qu'on fait auprès des professionnels du travail social. Un troisième point, c'est de se permettre aussi de commettre des erreurs et puis se permettre de s'entraîner. Je pense que c'est assez important. Il y a parfois, quelques anxiétés par rapport au fait d'utiliser un langage peut-être nouveau ou différent, du langage auquel on est habitué, mais c'est permis de commettre des erreurs, c'est même nécessaire et c'est qu'en prenant conscience ensuite de ces erreurs et en s'exerçant concrètement que le rapport personnel qu'on a à la langue, va pouvoir évoluer. Et puis, peut-être on peut aussi être transparente vis-à-vis des destinataires et indiquer qu'on se trouve justement dans ce processus d'apprentissage, puis que des erreurs arrivent parfois et puis les reconnaître, c'est aussi un signe de respect qui peut renforcer les espaces qui sont sûrs. Et c'est là où on arrive justement à ce dernier point, ce dernier appel à l'action, créer des espaces sûrs avec un langage inclusif. En fait, un point essentiel, c'est la manière dont les professionnels, y réagissent. Quand les destinataires, ils attirent leurs attentions, par exemple, sur des micro-agressions, comme le fait de mégenrer. Si je fais une erreur, par exemple, en tant que professionnel dans l'utilisation de mon langage, et puis que la personne qui m'accompagne me le signale, comment je réagis? Et souvent, les professionnels, ils pourraient avoir une réaction négative, voire agressive, parce que la personne concernée leur signale ce problème. Et ça peut provoquer cette réaction, une nouvelle blessure et puis même générer de la distance avec les personnes qu'on accompagne. Donc la bonne attitude face à ce cas de figure pourrait être, par exemple, d'accueillir la remarque de la personne qu'on accompagne de manière neutre, de la remercier en fait de nous avoir signalé, cette erreur et puis de pouvoir s'exprimer avant de corriger la phrase et de poursuivre ou si on n'est pas sûr de comment corriger sa phrase, même de demander à la personne de nous aider à reformuler de manière, inclusive, bienveillante. Voilà, donc c'est aussi faire attention à nos réactions en tant que professionnels. Ça permet de renforcer la pratique personnelle et puis la relation avec les personnes qu'on accompagne et ça crée justement ces espaces sécures, pour tout un chacun, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voici les 4 appels à l'action qu'on aimerait aussi, transmettre aujourd'hui, dans le cadre de cette brochure. Maintenant, Avenir social invite évidemment l'ensemble des professionnels à se pencher sur leur utilisation du langage pour éviter
les exclusions linguistiques, pour créer des espaces sûrs, vous l'avez bien compris. Et puis un engagement politique est aussi nécessaire pour, la reconnaissance de toutes les personnes, heu, peu importe comment elles se définissent et puis pour une société plus inclusive. Et puis pour ça, je vais aussi passer le mot désormais à Emmanuel qui va pouvoir, vous parler aussi de sa pratique au sein de l'association Vaucuir et puis je suis sûre que, son discours sera très inspirant pour votre pratique. Voilà, donc je stoppe ma présentation et puis je te laisse la parole Emmanuel. Bonjour à tout le monde ou bonjour à tous. Comme vous pouvez voir avec le langage inclusif, eh ben, on a plusieurs méthodes pour inclure justement ces diversités, notamment les diversités liées aux orientations affectives, sexuelles et identité de genre. Moi, je vais vous faire une présentation tout d'abord en vous donnant quelques petites notions, enfin quelques notions, hein, vous rappelant en fait qu'est-ce que cette association Vous Queer et après sur quelle thématique on est engagé. Bon, vous savez, vous avez déjà un peu le deviné. Et puis après revenir sur quelques chiffres pour voir surtout cette importance de la posture inclusive. Alors on va, enfin dans cette présentation-là, je vais dépasser uniquement la question du langage, mais vous allez voir que c'est fondamental, ce langage, malgré tout. Alors, voilà. Tout d'abord, Vauqueer, anciennement Voguer, est l'association vaudoise pour la diversité sexuelle et de genre. Donc, son action, comme le jeu de mots tend à essayer de l'évoquer, c'est le canton de Vaud. On aura bientôt 30 ans d'existence et ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a reçu un mandat de la DGS, donc du département de la santé, pour agir auprès des jeunes de 12 à 25 ans principalement. Et nos deux grosses missions, c'est vraiment informer, sensibiliser et former, et améliorer la santé psychique, physique et sociale des personnes queer, en particulier ben, les jeunes, vu que c'était les 12-25 ans, la mission première de vos queer. Du coup, nous avons plusieurs prestations. Euh, un des grands programmes que l'on a, bah, c'est le programme sensibilisation. C'est donc aller dans les classes et faire des ateliers pour déconstruire les stéréotypes sur les personnes queer, parler des discriminations. Voilà, c'est vraiment lutter concrètement contre l'homophobie et la transphobie. Dans ce programme, on travaille principalement avec les milieux scolaires, mais on va également dans les milieux extrascolaires. Donc, on va typiquement dans les lieux de l'animation socioculturelle. Ça peut vous concerner justement en faisant des ateliers auprès des jeunes, mais surtout des formations auprès des professionnels et on travaille ensemble justement cette question de posture inclusive. Donc on répond à des questions typiquement de comment est-ce qu'on réagit à chaud ou pas à chaud envers des remarques homophobes, transphobes, et aussi comment est-ce qu'on montre que nous, en tant que professionnels, on a cette posture d'ouverture, d'inclusivité, et que ici c'est OK de venir nous parler des questions LGBTQ+, notamment si on se trouve dans un milieu qui peut être perçu comme hostile par certaines personnes queer, du fait, vous le savez sans doute, hein, de masculinité toxique ensemble, où les jeunes peuvent montrer qu'ils sont très homophobes et très transphobes. Ça peut arriver dans certains lieux. Voilà, on a une permanence, ça c'est important, notamment si vous voulez donner des informations auprès de jeunes que vous rencontrez ou d'adultes aussi qui ont besoin de soutien, qui ont des questions. On a une permanence donc gérée par deux professionnels queer, psychologues, et qui répondent à vos questions. On a un programme, le travail, ce qu'on a appelé travail social, parce que c'est plus que les jeunes, c'est pour ça que uniquement les jeunes, c'est pour ça qu'on l'a appelé travail social, où on a donc des rencontres ben, jeunes, mais aussi des rencontres pour les personnes en situation de handicap, des rencontres pour les seniors LGBTQ+, et une rencontre tout public qu'on a appelée Café Queer. Et on a comme autre pôle la santé. Et très important, outre les missions que la personne porte, c'est qu'on a une liste des thérapeutes LGBTQ+ friendly. Donc, ça peut être des ressources pour les personnes concernées. Et autour de ça, on a plein de bénévoles qui s'engagent et qui ont créé des groupes, sous-groupes, propres activités et qui peuvent peut-être répondre à des demandes de vos publics que vous croisez très certainement avec le service juridique qui est aussi un projet bénévole, mais de juristes
qui s'engage le lundi à être là, à répondre à des questions, surtout liées aux discriminations. Ça, ce service est assez débordé, donc, parce qu'on a c'est 2 heures de permanence le lundi soir, mais voilà, il existe. Peut-être pour revenir un peu plus sur la question qui nous concerne aujourd'hui, effectivement, ces dernières années, on a beaucoup entendu parler des questions dites queer et de ce fameux sigle LGBTIQ où on met un plus pour rajouter finalement d'autres diversités liées aux orientations sexuelles et diversité de genre. Ici, rapidement, un petit glossaire, on commence toujours comme ça avec les professionnels chez qui on va, pour rappeler très rapidement les définitions. Alors, lesbienne, gay, bi, jusque-là, tout va bien. Mais après, au niveau des questions de transition, transidentité ou transgenre, d'intersexuation ou le terme queer, quelquefois, c'est des termes sur lesquels on revient parce qu'il y a il peut y avoir pas mal de confusion. Et juste pour bien signifier ce terme, donc on met trans ou trans étoile, c'est égal. Ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. Il y a deux écoles, mais il n'y aura pas de, comment dire, vous n'allez pas faire mal si vous mettez ou pas l'étoile, en fait. Alors, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans son genre assigné à la naissance. Souvent, les jeunes vont nous dire, parce que c'est dans leur conception à un moment donné de leur croissance et de la façon de penser dont ils sont issus, ces jeunes, c'est que c'est une personne qui transitionne et qui, en gros, se change en homme ou se change en femme. Alors nous, on revient sur les termes auprès des jeunes en disant que ce pas des personnes qui se changent en homme ou qui se changent en femme, mais qui se sentent hommes et qui se sentent femmes, qui sont vraiment hommes ou femmes. Et on détache ça c'est très difficile pour les jeunes si vous voulez l'expliquer, on détache ça du sexe assigné à la naissance et de toute la biologisation qu'il y a là derrière. On parle vraiment d'identité de genre. C'est pas évident d'expliquer ça auprès des plus jeunes, mais le public adulte le comprend déjà nettement mieux. Après, il y a la question intersexe qui a beaucoup fait débat, notamment dans le sport, où des personnes, disons, mises dans la case femmes, concourent à des niveaux de compétition internationale. Typiquement, il y a eu ce cas de la boxeuse algérienne et qui, en fait, ont des caractéristiques masculines au niveau de la testostérone, une testostérone très élevée, en fait. Voilà, des personnes hyper androgènes. Et du coup, après analyse, ben, on voit en fait que ce sont des personnes intersexuées. Et actuellement, dans le sport, il y a un énorme débat. Mais il faut savoir qu'il y aurait 2% de la population qui pourrait avoir une intersexuation. Ces personnes sont assez nombreuses, mais passent rapidement et très largement sous le radar. Et en général, les gens ne le savent pas forcément, sauf si on fait des tests chromosomiques spécifiques. Et queer, bah, en fait, nous, on explique comme ça, c'est le terme un peu parapluie qui englobe tous les autres termes. Mais c'est aussi un terme largement utilisé en politique, enfin, politisé, politique militante. C'est vraiment des personnes qui sortent des normes sociales d'orientation affective et sexuelle et qui revendiquent ça, qui, voilà, qui revendiquent une posture queer. Voilà. Mais nous, et actuellement dans le débat, on l'utilise plus largement comme terme, disons, parapluie. Et j'ai rajouté la notion de famille arc-en-ciel parce que c'est quelque chose d'assez courant maintenant, que finalement vous allez peut-être être à la rencontre d'enfants ou de jeunes qui grandissent dans des familles qui ne sont pas classiques. Alors bien sûr qu'aucune famille n'est classique, mais voilà, des familles où il y a deux papas, deux mamans, et du coup ça peut questionner, et quelquefois les enfants de ces familles-là vont très bien, sauf qu'ils sont victimes de discrimination de la part d'autres jeunes, ou d'autres membres de l'entourage en fait. Plus ou moins éloignés. Donc, du coup, c'est important d'avoir ces notions-là. Et nous, ce qu'on aime bien présenter aussi, c'est pour remettre un petit peu d'ordre dans les idées, c'est de quoi on parle. Et c'est effectivement ce tableau qui a été développé par Agnodis par Agnodis et Monsieur Bise de Unisanté, qui rappelle en fait que finalement, on parle ici de trois niveaux. On parle du sexe biologique, du genre en termes d'identité de genre et des orientations sexuelles et affectives. Quand on parle de sexe biologique, on parle vraiment du sexe en fait chromosomique, si on veut bien dire, où on a donc le pôle mâle, le pôle femelle, et comme je l'ai dit avant, il peut y avoir des personnes qui sont entre deux, qu'on appelle des personnes intersexuées.
Et la société a une représentation très binaire des choses, donc du coup, issue à quelque part de cette base biologique, on dit qu'il y a des hommes et des femmes. Le troisième genre en Suisse n'existe pas, même si on en a beaucoup. Enfin, le troisième genre au niveau officiel, hein, on sait que ça signale à la naissance. Ici, je parle de papier d'identité, n'est pas reconnu en Suisse. Dans d'autres pays européens, c'est reconnu. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un passeport où c'est marqué autre, même si depuis le dernière Eurovision, on s'est revenu en fait de parler du troisième genre, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et après, il y a la question de l'identité de genre, c'est comment est-ce que la personne se ressent, se ressent homme, elle se ressent femme. Si la personne a été assignée femme à la naissance, sur ses papiers d'identité, c'est aussi marqué femme en lien avec cette assignation à la naissance et que cette personne se ressent femme, on parle ici de femme cis, qui se reconnaît dans son genre assigné à la naissance. À l'inverse, si une personne a été assignée femme à la naissance et que cette personne se sent homme, et se dit homme, c'est une personne que l'on parle, on parle ici de personnes transgenres. Et du coup, là, c'est important de, si vous voulez, de valoriser ou de reconnaître l'autodéfinition et l'autodétermination des personnes. Et dans la loi vaudoise, à l'heure actuelle, même à l'école, dans l'enseignement, c'est mis en fait en avant qu'on va dans le sens en fait de l'enfant et de la reconnaissance du genre que cette personne, que l'enfant affirme. Alors, bien sûr que ça ne se fait pas dans le dos des parents, comme il y a beaucoup de craintes à l'heure actuelle. Ceci se fait souvent en construction et en discussion avec la famille qui inclut dans ces discussions-là, et assez tôt en fait, dès qu'il y a des signes, parce que souvent ça arrive en fait à l'école qu'un enfant fasse un outing, si on peut dire ça comme ça, sur son identité de genre. Du coup, c'est suivi d'assez près, non seulement parce que c'est pour le bien de l'enfant, mais c'est aussi parce qu'il y a tellement de polémiques là autour que les enseignants enseignantes essaient de faire au mieux. Et puis après, on distingue un petit peu l'identité de genre avec l'expression de genre. C'est la manière dont nous, on se montre au monde, les codes de genre que l'on utilise. Typiquement, moi qui vous parle aujourd'hui, bon, peut-être que vous ne le voyez pas, mais je suis habillée chez les garçons et j'ai mes cheveux courts. Du coup, je pourrais dire que mon expression de genre est assez masculine. Mais ça ne veut pas dire que je me ressens forcément homme. En l'occurrence, moi, je me ressens non-binaire. Voilà. Peut-être pas le temps d'expliquer ça, mais pour moi, le genre n'a pas d'importance. Qu'on me dise il, elle ou yel, c'est égal. Et ça, en face, moi, ce que j'aimerais avoir, en fait, c'est des personnes qui acceptent cela et qui, finalement, me posent pas un million de questions. Si pour moi, je dis qu'il n'y avait pas d'importance, il n'y a pas d'importance. On peut passer à autre chose, à un sujet beaucoup plus intéressant. Ça, c'est acté, c'est posé. Et après, nous avons l'attirance sexuelle et l'attirance affective. On distingue les deux parce que c'est possible finalement de tomber amoureux d'une personne avec qui on n'a pas envie d'avoir d'attirance physique, avec qui on n'a pas d'attirance physique, pardon, ou l'inverse, ou dans les représentations de l'amour romantique que l'on a aujourd'hui, les deux sont alignés. Mais voilà, il y a des personnes aussi qui se disent asexuelles, aromantiques. Et toute cette diversité existe. Et c'est pour ça que ce tableau tend en fait à montrer différents niveaux pour voir de quoi on parle. Parle-t-on de sexe biologique, d'identité de genre ou d'orientation sexuelle? De remettre un petit peu ça à plat. J'avance un petit peu. Ah, puis vous pouvez vous amuser sur ce site à faire en fait ce qu'on appelle votre licorne du genre et d'essayer de déplacer vous-même les curseurs que vous avez vus ici pour voir comment vous vous situez. Vous verrez, c'est assez sympa de faire cet exercice, c'est pas évident. Quelques chiffres quand même, parce qu'on ne parle pas d'une réalité un peu farfelue et qui est dans les marges, c'est une réalité bien présente. En 2022, dans le canton de Vaud, près de 20% des jeunes de 18 ans se définissaient comme non exclusivement hétérosexuels. Ça, ce sont donc des études qui ont été menées par Unisanté auprès des jeunes du secondaire, deux du coup. Au niveau de l'identité de genre, en 2022, toujours dans le canton de Vaud, on a presque 3% des jeunes qui se définissent comme trans ou non-binaires ou en questionnement. Alors là, la, la part des personnes non-binaires en questionnement a fortement augmenté. C'est juste que les jeunes, à un moment donné aussi, se posent certaines questions fondamentales de savoir, en fait, finalement, si leur identité de genre
est si rigide que ça ou si en lien, enfin, comment expliquer ça? Qu'à un moment donné, vers 18 ans, il y a beaucoup plus de questions sur les représentations au niveau du genre et comment est-ce qu'on se questionne à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont trans, mais elles se questionnent. Et on a, dans cette étude, toutes ces personnes ont été mises ensemble. Je n'ai pas les chiffres pour 2022 que des personnes qui se définissent comme trans. Le chiffre est nettement moins important. Pour expression de genre, en 2022 toujours, donc enfin, plus de 35% des jeunes filles de 18 ans ont une expression de genre autant féminine que masculine. Là aussi, il faut prendre un peu ces chiffres avec des pincettes, mais on voit quand même la différence entre les filles et les garçons, 11 et 36%. Tout simplement parce que pour une femme ou une jeune fille, de reprendre les codes de la masculinité est tout à fait acceptable de nos jours. Et qu'est-ce que les codes de la masculinité? Est-ce que c'est un jogging? Est-ce que c'est un pantalon? Enfin, voilà. Par contre, pour les codes de la féminité ou d'être, qu'est-ce que être une femme? Les hommes, quand ils ont répondu à ces questions-là, ils ont pensé plus simplement s'ils reprenaient des habits ou par exemple, des pratiques que les femmes, enfin, identifiées comme féminines, porter du maquillage, porter des robes. Alors forcément que les chiffres sont, pour ces deux raisons, les chiffres sont très 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 disparates. Et comme je l'ai dit, à peu près 2% de la population en Suisse sont intersexes. Et les familles arc-en-ciel, il y a 30 000 enfants qui grandissent dans des familles arc-en-ciel. J'ai voulu remettre ici deux éléments de définition, vu qu'on parlait de discrimination et qu'on parle des discriminations envers les personnes queer ou LGBTQ+. On a donc l'homophobie. Ce qui est important dans l'homophobie, c'est qu'on ne parle pas juste d'actes violents ou d'actes méprisants, mais il y a aussi la question de l'invisibilisation, des petites dévalorisations pernicieuses de tout ce qui est le rejet où c'est pas forcément une hostilité ouverte, mais tout simplement de ne pas prendre quelqu'un dans son équipe parce que prétendument une personne homosexuelle. Des petites choses comme ça de mise à l'écart et d'exclusion envers les personnes dites ou perçues comme homosexuelles. Alors ça, c'est assez important, ou qui sont perçues comme telles de la fin de la phrase, parce qu'en fait, beaucoup d'études montrent que l'homophobie touche énormément de personnes par ailleurs hétérosexuelles mais qui sont assimilés comme des personnes, enfin assimilés, qui, parce qu'ils ont des codes du genre ou des comportements typiquement pas dans la masculinité classique, sont vus comme potentiellement homosexuels ou en tout cas ne reprenant pas les codes du genre liés à la masculinité classique et du coup traités tout simplement de, enfin, je vais pas dire des insultes ici, mais voilà, alors que ces personnes sont tout à fait hétérosexuelles. Donc l'homophobie, c'est une violence qui dépasse enfin, qui dépasse le fait en fait d'être ou ne pas être homosexuel en fait. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Autrement, on a encore la définition de la transphobie ici, et c'est la même chose que l'homophobie, c'est finalement un rejet par rapport à l'identité de genre de la personne qui se considère comme non cisgenre ou qui est aussi perçue comme telle, comme non cisgenre. Donc il y a ces deux niveaux, être et être perçu. Et peut-être pour revenir sur la notion qui nous importe ici le plus, enfin pas le plus, mais qui nous importe aujourd'hui, c'est sur la question en fait du langage inclusif et de la posture inclusive. Du coup, on voit qu'on a plusieurs niveaux. On a déjà le cadre légal, les lois et les réglementations en vigueur qui ont été précédemment dans la présentation tout à l'heure par Camille ont été mises en avant. On a un cadre international, un cadre suisse, un cadre cantonal à respecter. Et le principe de non-discrimination se retrouve à plusieurs niveaux et concerne également les personnes LGBTQ+. Ce n'est pas juste des discriminations à l'égard, liées au racisme ou à ces questions-là, ça fait partie d'un tout. Les institutions ont leurs propres règlements, directives internes, qui sont issus des règlements supérieurs, enfin, en tout cas qui sont en adéquation avec ceux-ci, ou qui aussi sont ont mis en place des règlements peut-être un peu plus approfondis et un peu plus liés aux institutions. Typiquement, à l'école, il y a toute la loi sur la RLEO, sur la loi scolaire, en fait,
qui reprend ces principes de non-discrimination à l'égard notamment des personnes LGBTQ+. Et voilà. Et dans les institutions, bon, on a des équipes de travail. Et dans les équipes de travail, alors effectivement, il y a des chartes qui sont mises en place. On discute souvent des valeurs que l'on partage. Typiquement, quand nous, on intervient au milieu extrascolaire, dans un centre d'animation, on va discuter avec les équipes sur place. Qu'est-ce qui est mis en place? Pourquoi? Comment? Comment tout ceci est discuté? Et du coup, après, il y a la posture professionnelle, la posture que porte un individu par rapport à tout ce qui était discuté précédemment, et comment, dans son rôle et dans sa fonction, au niveau de la posture professionnelle, cette personne incarne cette inclusivité. Alors, comment favoriser l'inclusion des personnes LGBTIQ+. Quelle place au langage inclusif? Alors, le langage, je l'ai mis ici noir sur blanc, c'est fondamental, parce que c'est par lui que va passer tout. Enfin, bien sûr qu'il n'y a pas que le langage, il y a l'environnement aussi, mais c'est par lui, par ce langage, c'est un des premiers outils dans lequel, en fait, on va pouvoir placer la reconnaissance et qu'on va pouvoir valoriser et donner une visibilité aux minorités de manière très subtile, un petit terme comme au début bonjour à tout le monde ou les personnes ici présentes, ce langage que l'on utilise souvent en termes de langage neutre, permet d'être englobant. Et c'est des fois beaucoup plus simple et beaucoup plus habile en fait un bonjour à tout le monde qu'un bonjour mesdames et messieurs qui devient en fait à renvoyer une sorte de binarité. Alors il y a des petites astuces du langage, il faut prendre un petit peu, disons, le coup pour mettre le terme de personne ou les gens ou les individus, des termes englobants qui permet en fait finalement que tout le monde s'y retrouve en fait dans les termes. Et le langage, il permet aussi de conscientiser un sentiment d'appartenance. Alors cela, c'est une notion un peu plus, disons, compliquée, mais comment dire? C'est-à-dire que si vous, par le langage, vous pouvez signifier l'existence des êtres et des choses, enfin, vous pouvez signifier quelque chose. C'est-à-dire que finalement, à travers le langage, vous pouvez aussi parler de tout simplement un sujet tel que l'homophobie, tel que les diversités de genre, mais vous pouvez aussi subtilement, en mettant quelquefois un terme inclusif, comme le tuxt, ou quelque chose comme ça, il n'est pas obligé de le mettre tout le temps, mais de le mettre une ou deux fois, ça peut questionner d'autres personnes, parce qu'on dit oh, pourquoi vous avez utilisé ce terme, après vous pouvez expliquer pourquoi, ou tout simplement personne ne réagit, mais les personnes en fait qui sont disons, concernés par ce texte vont sentir que vous avez fait cet effort-là, que vous-même avez pris conscience en fait de l'existence des personnes, de ces des minorités. Et là ici en termes d'identité de genre, le texte renvoyant en fait à des personnes non binaires par exemple. Du coup, ça veut dire que vous-même vous l'avez conscientisé et ça permet aux autres individus de se sentir en fait vivre et appartenir à un groupe. Alors peut-être que c'est un petit peu résumé, il permet de conscientiser un sentiment d'appartenance, mais en fait vous faites exister l'invisible et ça c'est important. Et le langage c'est quelque chose qui justement permet de faire ça. Alors moi j'avais mis un petit moment de discussion, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. C'est pour d'autres ateliers qu'il y a le petit moment de discussion. Alors, pardon. Voilà, alors du coup, comment ça se passe? Ben, le langage s'inscrit dans un dispositif plus global qui est par exemple décidé en équipe. Parce que effectivement, vous pouvez avoir votre posture professionnelle pour vous-même, mais souvent c'est intéressant de voir en équipe comment vous abordez certaines thématiques, comment est-ce que vous vous exprimez envers les publics, qu'est-ce que vous laissez passer ou pas, parce que là, c'est très important de parler de ça parce que typiquement, il y a peut-être des professionnels qui vont réagir parce qu'utiliser le langage pour réagir par exemple à des actes ou à des propos homophobes, c'est aussi en fait montrer votre inclusivité en disant non, là on est dans un cadre, là vous dépassez le cadre en tenant tel ou tel propos. Et du coup, ce genre d'élément doit être discuté en équipe pour savoir qui, quoi, comment on réagit. Parce que si tout d'un coup c'est toujours la même personne qui va réagir, ben, on va avoir un déséquilibre dans certaines équipes et ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que la charge mentale et la charge morale va être portée par une seule personne
qui va être identifiée comme l'empêcheuse de tourner en rond et du coup, enfin la personne qui moralise, tout ça, et c'est rapidement assez délétère. Et du coup, c'est bien d'avoir une équipe assez unie derrière le langage et aussi derrière comment on l'utilise pour mettre en fait des normes auprès des publics qui viennent chez vous, par exemple. Après, moi, j'ai marqué ne pas oublier trois éléments, donc travailler en équipe, hein, pour aussi si vous avez des situations sur lesquelles il faut que vous reveniez, que vous verbalisez, ça c'est très important. Ce que j'ai dit avant, à partir de l'autodéfinition et l'autodétermination des jeunes, pas, ça ne veut pas dire si une personne vient vous faire un outing au niveau de son identité de genre, vous n'êtes pas obligé de tout le temps parler de ça et tout le temps mettre le jeune ou la jeune au centre. C'est pas forcément disons, productif, mais c'est juste être attentif aussi aux situations et puis d'accompagner en fait ce jeune ou cette jeune en, si elle vous dit elle, ben de dire elle tout simplement. Puis de lui dire si c'est ok en fait de dire elle devant toute l'équipe. Parce qu'il est possible que des fois qu'une personne jeune, par exemple, je parle que de jeunes ici, mais voilà, vous dise qu'à vous en tant que professionnel, puis pas à d'autres. Donc ça, il faut savoir si c'est ok d'aller donner plus loin, enfin de dire plus loin, parce que de pas d'outer cette personne qui a un lien de confiance envers vous puis que envers vous. Donc aussi vérifier, faites attention à ça. Et puis éviter la crainte de faire faux, ça, ça a été dit avant et pour moi c'est essentiel parce que combien de fois j'arrive dans des lieux où en fait on me dit, ouh là là, il y a une personne qui a fait une transition qui va arriver chez nous, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment on va lui parler. Et j'ai eu entendu après coup, ah ben, on sait tellement pas comment lui parler qu'on lui parle pas. Alors j'exagère à moitié, mais du coup, bienvenue à l'exclusion, parce qu'on a peur de faire faux, puis du coup, on va pas rentrer en interaction avec cette personne parce qu'on est gêné, on est mal à l'aise. Au fait, moi je comprends que ça peut être un frein, puis que ça peut être compliqué, puis qu'on est un peu mis à mal parce qu'on ne sait pas comment faire. Mais je dirais, faites, allez vers la personne, discutez avec elle. Et plus vous allez discuter avec cette personne, plus ça va être naturel et ça va être en ordre. Et puis, c'est pas grave si tout d'un coup, il y a un il qui sort à la place d'un elle. Franchement, les personnes concernées, la plupart du temps, savent que vous ne le faites pas exprès. Après, c'est clair que si c'est le 28e mégenrage dans la journée, il faudrait un peu se poser des questions, mais ça arrive. Et c'est bien plus violent d'ignorer une personne ou pas aller lui parler que juste de faire faux. Voilà. Par contre, pour l'équipe qui est derrière en train de contrôler le temps de la présentation, il me reste combien de temps? Allô? Je continue? Ok. Euh, Du coup, une petite conclusion au niveau de la posture professionnelle, j'en ai beaucoup parlé. On la détaille en trois niveaux, les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Pardon. Les savoirs, c'est tout simplement ce qu'on a fait au début, c'est avoir des connaissances sur cette thématique. De quoi on parle? Et après, quelques connaissances sur les faits. De quels chiffres on parle? Qu'est-ce qui se passe réellement? À quoi est exposée la population LGBTQ+. Un senior queer, qu'est-ce qui lui arrive? De quoi a-t-il peur? Un jeune, de quoi aurait-il peur? De quel stress il aurait peur? Il aurait peur, ben, en fait, peut-être que tout le monde sache qu'il est queer parce que c'est une identité avec laquelle il n'est pas encore à l'aise, parce que cette personne est très jeune, parce que cette personne a des difficultés dans la famille, ou peut-être que c'est une personne complètement à l'aise, enfin voilà. Et après, de pouvoir marquer, surtout par le langage, la reconnaissance. Alors ça, j'étais un peu rapide, j'étais déjà dans les savoir-être et les savoir-faire, mais de connaître en fait qu'il y a beaucoup de réalités différentes. Et le savoir-être, bah voilà, on arrive dans le langage, donc respecter l'autodéfinition des personnes, accueillir, écouter, être dans une posture d'écoute hein, des récits, ne pas présupposer en fait de qui on a en face, l'hétérosexualité, le cisgenrisme. Souvent dans le langage, on parle avec une sorte d'universalisme, l'universel hétérosexuel et cisgenre. Il y a quelques petites subtilités à amener juste pour dire qu'on a conscience que ça existe et du coup ça donne des portes ouvertes à des gens qui se considèrent comme non cisgenres et non hétéros de se dire ah là je peux être écouté et faire attention à ses propres représentations parce que souvent ça nous met dedans. Mais ça, c'est pas évident et c'est vraiment un travail à faire en équipe de se dire, mais en fait, j'ai quoi comme image dans ma tête? Parce que les images qui viennent dans ma tête
vont en fait déterminer mon comportement, c'est-à-dire ce que je vais dire, ce que je vais faire. Enfin, voilà. Et ça, c'est pas évident. Pas prendre conscience de ces stéréotypes, tout simplement. Tout le monde en a. Alors, de toute façon, on a tous un travail à faire, et moi aussi. Tous, voilà. Même, vous voyez, j'ai dit tous. Donc, moi aussi, je dis pas forcément, j'utilise pas forcément un langage inclusif toutes les minutes. Et le savoir-faire, donc comment est-ce qu'on visibilise son ouverture face à la diversité? Et là, le langage, ben, comme j'ai dit précédemment, c'est important. Mais il y a aussi des signes distinctifs qu'on peut mettre dans son environnement. Un petit sticker pour dire, par exemple, ici, c'est OK de parler des diversités. Un petit, un petit quelque chose d'une couleur arc-en-ciel. Enfin voilà, il y a plein de petits messages un peu subliminaux. Mais les gens concernés vont reconnaître ces messages et vont savoir que l'environnement est inclusif. Et après, bien entendu, se positionner, ne pas accepter en fait toute discrimination finalement et de réagir à chaud si possible. Quelquefois, voilà, si on est enseignant, on peut se dire bon là stop, vous allez trop loin. Ou alors après discuter en équipe puis revenir sur des situations. Ça c'est important. Et je crois que j'arrive à la fin en disant juste au niveau institutionnel et au niveau des équipes, qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Alors les règlements, les activités, les sites, j'ai parlé de tout ça. Ce que j'ai peut-être pas mentionné, c'est que dans les équipes, les institutions suffisamment grandes, il peut y avoir des personnes ressources qui sont présentes et de dire aux jeunes ou aux autres publics que vous avez que ces personnes existent. Et autrement, ben, tout simplement passer par, au niveau des équipes, par des chartes, des formations et d'avoir aussi des lieux d'échange et de discussion pour parler de ces thématiques-là et d'autres thématiques hein, par ailleurs. Voilà. Merci pour votre attention.